Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée. Nous sommes ensemble pendant une heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est une heure de direct. On retrouvera notre invité politique comme chaque jour à 8h. Aujourd'hui, c'est Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sera débriefé par nos éditorialistes. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zappélisé, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, le JT des territoires dans un instant. Épisode caniculaire qui se poursuit aujourd'hui avec encore plus d'une soixantaine de départements en vigilance orange. Organisation et prévention à l'œuvre dans les régions. Illustration dans la région PACA qui veille à la prévention des incendies dans les parcs naturels de son territoire. Des jeunes en forêt sont même déployés sur le terrain. Florence Giroux pour Provence Azur TV. Permettre aux randonneurs de se balader tranquillement et en toute sécurité. C'est la mission de 145 jeunes qui seront mobilisés tout l'été pour sensibiliser et informer les promeneurs sur les risques des feux de forêt dans ce grand massif des Alpilles. Il n'y a pas que la sensibilisation aux incendies, il y a aussi tout un petit programme entre guillemets où ils vont donner des informations sur un peu d'où vient le risque incendie et qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter. Une sorte de petit manuel, de petit guide de la bonne personne en nature. Ils vont être répartis sur l'ensemble du massif du parc des Alpilles. Après, il y a quelques zones clés où il y a un afflux de personnes un peu plus important, notamment par exemple sur Saint-Rémy, sur le parking des Plaines, juste au-dessus, ou au lac du Pérou. Après, on peut les retrouver à d'autres endroits au niveau des baux de Provence, d'Orgon. Donc il y a aussi des campings, des centres aérés ou des marchés où là ils auront un stand et ils peuvent venir et continuer cette formation de sensibilisation au public. La région PACA, un territoire fortement exposé aux risques naturels. Ces forêts couvrent en effet 49% du territoire et la quasi-totalité des communes sont soumises au risque incendie. C'est pourquoi la région met en place un dispositif de lutte contre les feux de forêt dans les Alpilles. La moitié de la région, ce sont des forêts. Nous avons 9 parcs nationaux et nous arrivons dans la période où il va y avoir potentiellement des incendies. Donc il y a la nécessité de mettre à disposition de nos parcs le maximum de moyens humains de prévention des incendies. C'est la raison pour laquelle il y a les jeunes en forêt. Dans le parc des Alpilles, ici, chez le territoire de M. Rennes, on se retrouve dans un schéma où il y a 15 jeunes qui seront mis à disposition avec des vélos pour faire de la lutte contre l'incendie, mais plutôt de la prévention. Parallèlement à ça, on travaille et on a mis des moyens financiers importants avec les départements et avec l'État français pour mettre à proximité les Canadaires qui sont partis, mais avec une base arrière avancée sur Marignane, de façon à ce qu'on ne soit pas trop loin si jamais il y a un démarrage. Et parallèlement à ça, s'il y a un désastre, comme ça a pu avoir lieu dans le passé, on a prévu des moyens pour replanter tout de suite. Donc débroussaillement, prévention et action si c'est nécessaire, ce qu'on n'espère pas. Avec un tel dispositif, la région compte bien faire de l'écologie une priorité pour préserver du mieux possible les merveilles naturelles de notre région. On part en Occitanie et dans la prévention des incendies de forêt. Les pompiers qui sont toujours prêts à lutter contre les flammes s'organisent aussi pour assurer leur propre sécurité. Le service départemental d'incendie et de secours a présenté cette semaine ses véhicules et ses équipes pour la prévention et la lutte des incendies. Un reportage de Marie-Laure Lejeune pour TV Sud. Un casque pour symboliser l'engagement des nouvelles recrues. Cette année, les moyens de prévention et de lutte contre les incendies a été renforcés. Le but, éviter un nouveau drame parmi les pompiers. Vous avez vu les véhicules qui ont été présentés. Ils sont tous équipés de dispositifs d'autoprotection particulièrement performants à l'extérieur. Les pneumatiques sont eux également protégés et à l'intérieur des cabines, l'ensemble est sécurité, pas un dispositif d'autoprotection à l'intérieur de la cabine même et également des masques dont disposeront chacun des sapeurs-pompiers, des masques respiratoires. En août dernier, Jérémy, 24 ans, est décédé de ses blessures. Il avait été encerclé par les flammes avec 3 de ses équipiers près de Béziers. Après enquête, il fallait revoir le matériel. C'est toujours une sécurité qu'on rajoute à notre propre sécurité. Donc voilà, c'est des appareils qu'il va falloir prendre en charge, qu'il va falloir maîtriser parfaitement. Et ça n'enlève pas toutes les autres précautions qu'on doit prendre. C'est l'ensemble qui nous mettra entièrement en sécurité. En plus de ces équipements terrestres, les Canadaires partiront de Nîmes.
moins loin que Marseille, mais difficile de dire s'ils serviront sur l'Hérault. Dans la mesure où les Canadair ne sont pas envoyés sur d'autres départements au profit de l'extinction de départ de feu, effectivement, l'ancienne base de Marignane est désormais sur le département du Gard. Et on peut penser qu'au décollage, en tout cas, ils seront plus rapidement sur le département de l'Hérault. La prudence reste de mise face aux vents violents, mais aussi vis-à-vis du comportement des usagers. Près de 50% des feux sont d'origine volontaire. Sur le territoire, ce sont près de 183 communes qui sont classées à risque. Et dans l'actualité revient aussi la réforme scolaire avec la question du retour ou non à la semaine de 4 jours. Revenir à la semaine de 4 jours à l'école figurait dans le programme d'Emmanuel Macron et le nouveau ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, n'a pas attendu la fin de l'année scolaire pour proposer un décret en ce sens. Mais à un peu moins de 3 semaines des grandes vacances, rien n'est pour le moment acté. Certaines communes ont tout de même ouvert les débats. Alors quel bilan peut-on tirer de la réforme de 2013 et quel avenir voudra-t-on lui donner? Voici quelques éléments de réponse avec ce reportage tourné à Marly et à Metz. Gaël Tis pour Mirabel TV. Activité manuelle, sportive ou de détente, il est 12h30 et après la cantine, les enfants de l'école élémentaire Jules Ferry de Marly ont une heure de distraction avant la reprise des cours. Ici, les élèves terminent à 16h, mais n'ont pas cours le vendredi après-midi. C'est durant ce temps que la commune a instauré ces nouvelles activités périscolaires. On travaille avec le tennis, on travaille avec le golf, on a travaillé longtemps aussi avec le judo. Donc on a des interventions en fait qui tournent sur tous les sites des écoles. Ce qui a impliqué pour la ville de Marly des heures supplémentaires pour ses animateurs, de réorganiser complètement le périscolaire aussi, sachant qu'on a quand même une augmentation de la fréquentation du périscolaire de par l'amplitude qui est couverte. C'est ainsi que le budget de la commune consacré au périscolaire a presque doublé ces 3 dernières années et les aides de l'État devraient disparaître en 2019. Mais la problématique n'est pas que financière. D'après un sondage lancé par la commune, 80% des parents d'élèves aimeraient revenir à Marly à une semaine de 4 jours. Le premier argument qui a avancé, c'est le rythme de l'enfant. C'est-à-dire que les parents ont l'impression que leurs enfants sont plus fatigués. C'est notamment le cas en maternelle. Et en maternelle, c'est corroboré par les enseignants. C'est moins corroboré par les enseignants en élémentaire. L'autre argument, c'est un problème d'organisation de la vie familiale. Certes, on propose, nous, des activités de qualité, mais les enfants ont toujours à côté de ça leurs propres activités extrascolaires, ce qui veut dire que leur temps à eux n'est pas plus allégé. On passe énormément de temps en collectif et la fatigue, nous, on la ressent aussi les vendredis après-midi sur les activités qu'on propose. Et après, un coût. Il y a évidemment un coût pour les familles. Plus d'heures de périscolaire, ça veut dire plus à payer pour les familles. Et ça, c'est vraiment très compliqué aussi. Le maire de la commune est quant à lui prêt à suivre l'avis des conseils d'école pour revenir à la semaine de 4 jours, mais pas dans la précipitation. Ça serait intéressant pour le nouveau gouvernement, c'est de vraiment lancer une véritable réflexion sur les rythmes scolaires, mais ne pas s'arrêter à la semaine, regarder à la journée et également à l'année. C'est ce que nous demandons d'abord dans l'intérêt de l'enfant. Nous sommes d'accord éventuellement, nous, villes, municipalités, à payer pour nos enfants, bien sûr, mais il faudrait que ça soit pour quelque chose qui soit particulièrement pertinent, ce qui n'est pas le cas en tout cas avec la réforme qui nous a été imposée il y a maintenant plus de 3 ans. La ville de Metz, qui a elle au contraire soutenu la réforme dès ses premières heures, maintiendra bel et bien et par conviction la semaine de 4 jours et demi à la rentrée prochaine. On se base sur les études des chronobiologistes qui sont quand même d'accord, tous d'accord, même si, comme je dis, ils ne sont pas d'accord sur le jour de la coupure, mais ils sont d'accord que 5 matinées, c'est mieux que 4 matinées pour les apprentissages. Et je pense en plus, personnellement, qu'on ne peut pas changer d'organisation tous les 3 ans. Ce n'est pas possible. L'éducation demande du temps pour qu'on puisse en voir les bénéfices. Si je devais mobiliser mon énergie, je ne la mobiliserais pas à détricoter ce qu'on a tricoté, mais bien à améliorer ce qui est à améliorer. En particulier, je pense pour les élèves, les enfants de maternelle, pour que ce soit plus conforme à leur rythme, leur journée et leur semaine. Et dans les grandes villes, la fréquentation accrue du périscolaire a aussi permis aux enfants qui ne pratiquaient pas d'activités extrascolaires de bénéficier de celles mises en place dans le cadre de la réforme, une ouverture artistique, culturelle et sportive à laquelle ils n'auraient autrement peut-être pas eu aussi facilement accès.
La signalétique en flamand fait son retour dans les communes de Flandre française. Ce sont 3 communes qui ont choisi de promouvoir la langue flamande et ont signé une charte avec l'Institut de la langue régionale flamande. Pour l'heure, une quinzaine de communes ont signé la charte, oui au flamand, un moyen de conserver le patrimoine de la langue et de montrer la diversité des cultures régionales. Alain Molinari pour WEO TV. Si d'aventure une promenade au cœur des monts de Flandre vous tente, vous passerez par le petit village de Berten, avec une étape par Bailleul et Saint-Jean-Scapelle. Nous, on vient par Belle ou Saint-Jean-Scapelle pour arriver à Berten. Ces 3 communes ont choisi de promouvoir la langue flamande et ont signé une charte avec l'Institut de la langue régionale flamande. Le premier engagement, une signalétique bilingue, une fierté pour tous les locaux. Mes parents, ils étaient bilingues aussi, eux parlaient toujours le flamand. Ils parlaient toujours le flamand. À l'école, c'était défendu. Mais chez nous, et puis avec les copains, c'était flamand. On était dehors de l'école, c'était flamand. Et ils sont encore 40 000 à parler cette langue entre Bailleul et Dunkerque. Et dans le domaine des services à la personne, le vocabulaire de base est de rigueur lors des visites auprès des personnes âgées. Je parle un petit peu, quelques petites expressions qui peuvent me servir dans mon métier. Slapewal pour dire dormez bien, ou totenosteke, enfin voilà, des choses banales. De une, ça les touche, et puis de deux, le contact pour instaurer une relation de confiance, ça aide toujours un petit peu. La commune de Berten a signé une charte en 20 engagements, allant de la signalétique au répondeur bilingue en mairie, et même les cérémonies peuvent se faire dans les 2 langues. Alors ici, au mois de juillet, fin juillet, je vais célébrer le 2e mariage en flamand de la région. Le premier, il a eu lieu l'année dernière de l'autre côté de Cassel. Ici, ce sera le 2e de la région ici. Ce sera en bilingue. Pour l'heure, une quinzaine de communes ont signé la charte Oui au flamand, un moyen de conserver le patrimoine de la langue et de montrer la diversité des cultures régionales. À l'occasion de la journée mondiale des réfugiés, on part en Gironde assister au lancement du Refugee Food Festival. Un événement né à Paris l'année dernière et qui se déroule désormais un peu partout en Europe toute cette semaine. Le concept est simple, des restaurants enrichissent leurs cartes de plats préparés par des cuisiniers réfugiés. Une façon de mettre à l'honneur la cuisine de leur pays, mais aussi de porter un regard nouveau sur les réfugiés. Sandrine Mancipose pour TV7 en Gironde à Bordeaux. L'heure est au dernier préparatif pour Safia et Noria. L'une est algérienne, l'autre marocaine et aujourd'hui elles cuisinent ensemble des plats de leur pays que la guinguette proposera à ses clients. Si les 2 femmes cuisinent tous les jours bénévolement au sein d'une association pour pouvoir réaliser leur couscous dans une cuisine qu'elles ne connaissent pas, elles ont dû s'adapter mais sont ravies de l'expérience. Je suis contente pour travailler aujourd'hui avec Khat et Safia. C'est un peu difficile pour nous parce que c'est la première fois qu'on vient ici. Il y a des choses qu'ils ont fait, mais nous, on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude parce que quand on travaille chez quelqu'un, à la tout, ici, il y a des choses qu'ils n'ont pas. Mais après, c'est pas grave. Leur couscous est servi ce soir dans le cadre du Refugee Food Festival, un événement qui a vu le jour l'an dernier à Paris et qui a gagné cette année toute l'Europe. À Bordeaux, ce sont Marine et Sandrine qui ont organisé l'événement, un festival qui a 3 objectifs. C'est un tremplin pour l'insertion professionnelle de cuisiniers réfugiés. C'est un festival qui vise à changer le regard des gens sur le statut des réfugiés, puisque les gens ont tendance à avoir un regard un peu misérabiliste aujourd'hui sur les réfugiés, ce qui est normal avec la crise que nous traversons. Mais nous voulons montrer que ce sont des professionnels avant tout, des professionnels qui ont du talent et qui peuvent amener de belles choses à Bordeaux, notamment dans la gastronomie. Et c'est un festival qui vise à faire découvrir de nouvelles cuisines, donc notamment la cuisine syrienne, la cuisine afghane, la cuisine arménienne, qu'on ne connaît pas toujours. La cuisine de Safia et Noria, tout comme l'événement, sont accueillis chaleureusement par les clients. Le couscous était délicieux, on adore le mouton. J'ai trouvé super bon. Moi j'ai pris l'assiette végétarienne et elle a pris avec le mouton. Et voilà, les deux sont quand même vachement bons. Il y a quand même les plats qui sont là habituellement, plus d'autres pays, donc je trouve ça super sympa. C'est une très bonne initiative parce que ça permet d'appuyer les associations qui sont impliquées dans l'accueil des réfugiés et que malheureusement ce ne sont que les initiatives citoyennes qui œuvrent dans ce sens. Les fonds d'entrée récoltés ce soir seront reversés à plusieurs associations. Fin de ce journal des territoires préparé par Soumaya Benaïssa. Dans un instant, le club des éditorialistes de la presse quotidienne régionale et nationale d'ailleurs. Mais tout de suite, la une de vos journaux en région ce matin.
La une de vos journaux de la presse quotidienne régionale, évidemment, avec les nouveaux visages du gouvernement. Vous le voyez sur cet écran, c'est d'ailleurs le titre du Courrier de l'Ouest, les nouveaux visages du gouvernement. Pour le Télégramme, c'est une équipe revue et corrigée. Ce sera également dans quelques instants le thème du débat, bien sûr, et du Club des éditorialistes. Pour le Midi Libre, c'est le gouvernement déploie ses ailes, E2L-ES. Avec 15 femmes, la promesse de la parité est tenue par le gouvernement Édouard Philippe II. Pour le Républicain Lorrain, un gros contingent de nouveaux ministres, 11 entrant dans le gouvernement. Et puis pour l'Écho de Haute-Vienne, chaos et remaniement, ça ne marche plus, point d'exclamation. Un nouveau gouvernement est en place depuis hier soir, mais sans Bayrou, de Sarnez et Ferrand. Un démarrage chaotique pour l'Écho de Haute-Vienne. Pour la République des Pyrénées, retour à la case-pot pour François Bayrou, l'ancien maire qui souhaite redevenir maire. Il souhaite pouvoir se défendre dans l'affaire du Modem et a annoncé hier sa décision de quitter ses fonctions de garde des Sceaux. Vous le savez, une information très très commentée en Béarn et dans la République des Pyrénées. Vous vous en doutez. Pour Sud-Ouest, Bayrou n'avait pas le choix. Et puis pour la presse de la Manche, c'est Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, ancien responsable socialiste départemental. Ce Manchois a fait partie des tout premier à rejoindre Emmanuel Macron à la une de la presse de la Manche. Pour la Dépêche du Midi, une Toulousienne, évidemment, garde des Sceaux, Nicole Belloubet, ancienne rectrice et ex-vice-présidente de la région Midi-Pyrénées, a été nommée hier garde des Sceaux. Et puis pour la Provence, saison 1, épisode 2, avec une une très Dallas, les nouveaux ministres, la surprise de Provence et l'arroseur arrosé. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec le président LR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, qui est notre invité politique ce matin. Et puis la canicule, bien sûr, toujours présente aujourd'hui, avec pour l'Ardennais trop chaud, bien sûr, canicule, sécheresse, pollution, restriction d'eau. Les particuliers souffrent, mais aussi les agriculteurs qui sont très inquiets à la une de l'Ardennais. En plein salon du Bourget à Paris, pour Centre Presse, le journal de l'Aveyron, c'est aéronautique, la filière ne manque pas d'air en Aveyron. Et puis les feux, les pompiers en alerte, bien sûr, à la une toujours de tous les quotidiens de la presse quotidienne régionale. La fête de la musique, hier soir aussi, pour la montagne, c'était des notes caniculaires. Vous voyez cette grande photo à la une de la montagne et c'est évidemment la transition avec également ce thème d'actualité important qui est cette canicule qui va probablement se terminer pour certains départements en tout cas à partir de ce soir. Voilà, sans transition, j'accueille les éditorialistes ce matin. Michel Urvois, le directeur éditorial de Ouest France. Bonjour Michel. Bonjour Merci Cyril. d'être avec nous régulièrement dans Territoire d'Info. Mathieu Verrier de La Voix du Nord. Bonjour Mathieu. Bonjour merci Cyril. d'être avec nous. Et Olivier Auguste, rédacteur en chef adjoint de l'Opinion. Bonjour. Bonjour Et merci Cyril. d'être avec nous. Olivier, nomination du nouveau gouvernement hier soir. 11 nouveaux visages pour monter les marches de l'Élysée ce matin à 10h pour le Conseil des ministres. C'est le second gouvernement d'Édouard Philippe. 5 nouveaux ministres. Nicole Belloubet à la justice, on vient d'en parler. Florence Parly aux armées. Stéphane Travert à l'agriculture. Nathalie Loiseau aux affaires européennes. Jacqueline Gouraud auprès du ministre de l'Intérieur. 6 nouveaux secrétaires d'État. Benjamin Griveaux, Jean-Baptiste Lemoyne, Sébastien Lecornu, Brune Poisson, Geneviève Darrieussecq, Julien de Normandie. Un gouvernement plus étouffé, mais aussi plus technique, Michel Urvois. Plus étoffé, vous l'avez dit, oui, c'est un petit peu contraire à ce qu'avait dit Emmanuel Macron dans un premier temps, même si la première équipe était plus resserrée, mais là on savait qu'il y aurait quelques secrétaires d'État en plus, et là ils sont vraiment plus nombreux. Mais un gouvernement qui, dans sa structure, en fait, ne change pas énormément, c'est-à-dire qu'on a la parité, on a le dosage politique assez parfait, avec des nouveaux LR, des nouveaux... Jean-Baptiste Lemoyne qu'on voit derrière vous. Par exemple. On a aussi deux ministres qui viennent qui sont de coloration socialiste, en tout cas. Je ne sais pas s'ils sont encartés socialistes. Nicole Belloubet, Florence Parly. Voilà. Des macronistes de la première heure, donc Stéphane Travert. Et moi, ce que j'observe, parce qu'on est Benjamin Griveaux. On est dans Territoire d'Info, c'est peut-être un rééquilibrage territorial. C'est-à-dire que je trouve que ce gouvernement, et c'est une bonne chose, est probablement moins urbain, plus, plus adapté à la question des territoires, qu'ils soient ruraux à la photographie de la France, ou périurbain. Bon, il y a Jacques Mézard, par exemple, qui est quelqu'un qui va s'occuper, il va s'occuper précisément des territoires, et ça, je trouve que c'est plutôt bien vu. Et Stéphane Travert, qu'on citait tout à l'heure, donc ministre de l'Agriculture, qui est aussi, c'est quelqu'un de l'ouest de la Manche, mais qui est aussi quelqu'un qui a un ancrage fort. Ancien socialiste. Jacqueline Gouraud,
UDI en plus et Modem, pardon, Modem. Et spécialiste aussi des territoires. Enfin, voilà. Donc, Geneviève Dariussec, Mont-de-Marsan. Absolument. Donc je trouve que c'est un équilibrage qui est assez habile, assez fin, assez respecté. Olivier Auguste, est-ce qu'on ne revient pas un petit peu au premier gouvernement de la Ve République où le général de Gaulle, vous savez, voulait montrer la diversité de la France et au fond, ce que vient de dire Michel Urvois, l'ancrage territorial. Une photographie de la France, au fond, avec ce gouvernement. Oui, c'est vrai. Et on est à la fois dans cette continuité-là et puis dans la continuité du premier gouvernement Édouard Philippe, puisque par tous les aspects que vous avez évoqués, hein, Michel, les équilibres politiques, hommes-femmes, les équilibres entre purs politiques et techniciens, on pourrait dire. J'observe aussi qu'il n'y a pas de ce qu'on pourrait appeler de prise de guerre, hein, un nouveau Nicolas Hulot qui aurait fait que peut-être on parlerait plus rapidement d'autre chose que des départs du Modem, par exemple. Voilà, pas de nouvelles vedettes. Ouais, absolument. Et donc, alors c'est toujours difficile. On sait que la composition d'un gouvernement, ça se passe jamais vraiment comme c'était envisagé au départ. On a évoqué certains noms, par exemple comme Arnaud Danjean à la Défense qui avait circulé, enfin puis d'autres qui auraient été une belle prise à droite. Ça n'a pas eu lieu. Jean-Pierre Raffarin, qu'on avait annoncé à l'Élysée. Jean-Pierre Raffarin, exactement. Et ce qui fait qu'on n'a peut-être pas ce coup médiatique ou politique qui fait qu'on passerait plus vite à autre chose. Et là, on va peut-être encore parler pas mal de temps du départ de François Bayrou, notamment. Mathieu Verrieux, est-ce que c'est pas une garantie de sérieux, au fond? Oui, ça voulait Emmanuel Macron, peut-être. C'est vrai que les deux femmes, Nicole Belloubet et Florence Parly, symbolisent un peu cet équilibre entre technique et politique. C'est des femmes qui ont une grande expérience hors de la politique, mais aussi, qui ont aussi une expérience politique. C'est un peu le symbole de cet équilibre. Et effectivement, dans ce gouvernement, il n'y a pas de coup politique. Ça ne va pas chambouler l'échiquier politique comme le gouvernement Philippe I a pu le faire. D'ailleurs, on voit qu'il y a des récompenses qui n'étaient pas dans le premier gouvernement, avec de Normandie, avec Griveaux. Voilà, on récompense un peu Griveaux, deux fidèles entre les fidèles. Deux fidèles entre les fidèles, ouais. Donc c'est vraiment de la confirmation. Olivier. Il y a une particularité, c'est plusieurs secrétaires d'État qui ont été nommés sans attribution précise, définie. Alors, ça avait été envisagé, on savait que c'était dans les cartons. Il paraît qu'Emmanuel Macron voulait ça, car lui avait souffert à Bercy d'avoir des secrétaires d'État qui volaient un peu la vedette, entre guillemets, de temps en temps au ministre. C'est de dire, quand vous avez un ministre avec à côté de lui un secrétaire d'État chargé d'un domaine particulier, ils passent leur temps, pardonnez-moi, à se bouffer le nez et à essayer chacun... C'était vrai avec Axel Lemaire. Avec Axel Lemaire, c'était vrai. Voilà, par exemple, c'est exactement la configuration qu'il y avait avec Emmanuel Macron et Axel Lemaire, secrétaire d'État au numérique. Voilà, et donc on n'est plus dans cette configuration-là. Donc on a un gouvernement qui est moins resserré et à la fois on a des tas de groupes d'intérêt ou de lobbies, pour utiliser le mot, qui vont pouvoir continuer à dire « moi j'ai pas mon secrétariat d'État au logement, aux anciens combattants, etc. » Et pardon Michel, il faut voir si ça ne crée pas des machines à couac. On sait que les ministres et les secrétaires d'État... Machine à couac ou pas possible, Michel Urvois? Bien sûr, c'est toujours possible. Surtout quand on a des gens qui n'ont pas d'expérience gouvernementale, voire politique. Non, il y a autre chose, moi, qui m'a frappé hier. C'est qu'hier matin, la tonalité, c'était de dire... la couleur de la journée était un peu bizarre. Le quinquennat paraissait presque plombé, avec les histoires avec plein de guillemets, les affaires avec plein de guillemets. C'était la tendance dans l'opinion d'ailleurs. Le départ qui était inévitable, mais on ne savait pas quand, de François Bayrou. Et donc on avait l'impression que tout d'un coup le bel édifice Macron s'effondrait. Et hier soir, on a l'impression contraire d'un équilibre retrouvé, c'est-à-dire que une journée qui est une journée folle à nouveau, une journée politique folle, se termine avec une espèce de sérénité, de conclusion qui n'est pas du tout théâtrale. Et on avait un président qui, pendant l'annonce du nouveau gouvernement, qui affichait une solennelle décontraction dans la cour de l'Élysée et même dans la rue pour accueillir le président colombien en pleine fête de la musique. J'ai trouvé que du point de la manière, parce que c'est intéressant de décoder les signes qui sont envoyés, j'ai trouvé que là aussi il y avait un message et que Emmanuel Macron, après on jugera de ce que sera capable de faire ce gouvernement,
individuellement et collectivement, mais que Emmanuel Macron avait un art de corriger les erreurs ou de récupérer les crises à son profit qui était assez spectaculaire. Il était enfin libéré de François Bayrou qui, outre ses affaires, se prenait un peu pour un vice-premier ministre. C'est vrai que ça... Parlons du MoDem, justement. Conservation du MoDem, donc Jacqueline Gouraud, Geneviève Darrieussecq, et puis dans l'opinion aussi un papier là-dessus. Le MoDem, alors encore présent, moins visible, mais encore présent. Oui, de toute évidence, il y a eu un deal entre Emmanuel Macron et François Bayrou. François Bayrou, contrairement à ce qu'il a dit hier, il ne voulait pas partir. Il y a 2 jours, il appelait encore toutes les rédactions de Paris pour leur dire « je suis là, je reste ». Et d'ailleurs, tout ça est tout à fait calé avec Emmanuel Macron. Bon, visiblement, Emmanuel Macron l'a convaincu. Comment Macron a géré sa première crise politique, vous écrivez. Oui, parce que c'est la première fois qu'il est un peu bousculé des règles qu'il avait lui-même établies. Par exemple, on démissionne si on est mis en examen, la personne n'est mise en examen. Tout ça lui a un petit peu échappé. Donc, il a réussi à rétablir la situation, d'abord en convainquant François Bayrou de sortir. Et puis, la conférence de presse de François Bayrou était assez frappante. Il n'était pas du tout dans l'agressivité. Il a de toute évidence décidé de ne pas aller au clash et avec visiblement derrière un deal. Il y a eu une question au cours de cette conférence de presse. Un de nos confrères a demandé mais vous n'êtes pas un petit peu agacé d'avoir mis 20 ans à revenir au gouvernement et d'en sortir au bout d'un mois? Et il a répondu mais je mettrai peut-être moins de temps que ça à y revenir. Oui. Alors les constructifs dans le gouvernement, Michel Urvois. Alors, Sébastien Lecornu, proche de Bruno Le Maire, et Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur, qu'on connaît bien, qui vient souvent sur le plateau de Territoire d'Info, qui sera aux Affaires étrangères auprès de Jean-Yves Le Drian. C'est quoi? C'est la constatation que les Républicains ont explosé. C'est effectivement le cas à l'Assemblée avec ce nouveau groupe parlementaire. Ah oui, je crois que ça a été signé hier, bien sûr. Il y a 2 groupes. On avait l'impression de reconstituer le RPR et l'UDF, hier. Une quarantaine de députés vont faire partie du nouveau groupe emmené par Thierry Solaire. Oui, ce qui est important, compte tenu de ce qu'est ce groupe aujourd'hui. C'est pas Christian Jacob d'un côté et le groupe de Thierry Solaire de l'autre. Oui, c'est pas négligeable politiquement parce que en cas de difficulté de la majorité, c'est plus qu'un appoint et quelquefois les appoints justement ont un pouvoir supérieur aux majorités trop larges, parce que c'est elles qui peuvent faire la différence ou qui peuvent infléchir tel ou tel projet. De droite irréconciliable. Ça fait longtemps que je le pense. La fracture, elle est profonde sur des sujets extrêmement importants, et en particulier sur l'Europe, sur les protections, donc oui, il n'y a pas un seul groupe n'aurait jamais pu prendre de position unanime sur bon nombre de projets. Ce qui est amusant, c'est que je me souviens il y a quelques mois, ça peut paraître des années, mais pendant la primaire de la droite, quand on demandait, au moment où les attaques étaient vraiment violentes, quand on demandait comment le parti peut rester uni après cette primaire, on nous disait, il y a un petit groupe d'amis qui viennent des équipes de tous les candidats, qui sont là pour garantir l'unité. Le petit groupe d'amis, c'était Thierry Solaire, organisateur de la primaire, Gérald Darmanin, qui était chez Sarkozy, Sébastien Lecornu chez Le Maire, et on les retrouve tous là, à l'Assemblée ou au gouvernement. Il y avait Édouard Philippe chez belle joute à l'Assemblée nationale en prévision, même entre les groupes dits de sensibilité proches. Oui, sans doute, d'autant plus qu'ils auront sur leur bord ou leurs extrêmes des grandes gueules, pour dire les choses simplement. Entre Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, il va falloir... Et puis un groupe République En Marche composé de beaucoup de novices, donc il va falloir exister. On vous retrouve tout à l'heure, Olivier Auguste. Merci. Mathieu Verrier, je signale votre papier sur le Front National à l'Assemblée dans la Voix du Nord aujourd'hui. Comment cela va-t-il se passer? Voilà, on passe à la météo. Le temps qu'il fait aujourd'hui, très chaud encore, vous le savez, pour toute la journée avant un recul de la canicule demain. On la regarde ensemble. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec Terre Oléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans quelques minutes, c'est Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nouveau président d'ailleurs, qui est notre invité politique. Tout de suite, c'est le Zappélisé, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. François Bayrou a démissionné du ministère de la Justice. Quel est votre... Et Marielle de Sarnez du ministère des Affaires européennes aussi. Je n'accepte pas de vivre sans liberté de parole. Je n'accepte pas d'être condamné au silence lorsque l'honneur de ceux que je représente est en jeu. Je ne veux pas être langue de bois, vous avez raison, ça simplifie la situation parce qu'il était difficile, y compris pour le porte-parole, de répondre à vos questionnements légitimes. Je pense qu'il n'avait plus vraiment le choix et j'ai le sentiment que ce qui devait être au départ un simple remaniement technique classique après une élection législative se transforme en véritable bérésina. Je pense que c'est une bonne décision et qui est conforme à l'intérêt général et à ce que souhaitait une majorité de Français. Sylvie Goulard, avec un certain panache, avait pris elle-même l'initiative de ne pas prendre en otage un grand ministère régalien, celui de la Défense. Ils suivent ses pas. Je trouve que c'est une attitude extrêmement raisonnable. M. Macron s'est servi de M. Bayrou pendant la campagne présidentielle. Et maintenant qu'il a une majorité sans le MoDem, eh bien, il le jette comme un vieux torchon. Je choisis de préserver la loi de moralisation et de confiance dans la démocratie. Je choisis de ne pas exposer à des campagnes mensongères le gouvernement et le président de la République que je soutiens. Vous ne craignez pas que, étant votre allié hier, il soit votre adversaire politique demain, maintenant qu'il n'est plus dans le gouvernement ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas, d'abord parce qu'il a lui-même indiqué que le MoDem restait un des piliers de cette majorité, ce qui est vrai. Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Membre du Conseil constitutionnel depuis 2013, remplace François Bayrou à la justice. Madame Florence Parly, ministre des Armées. Elle était auparavant directrice générale de SNCF Voyageurs. Madame Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes. La nouvelle ministre chargée des Affaires européennes était auparavant directrice de l'ENA. C'est en n'étant pas dans des postures et en aidant des réformes qui vont dans le bon sens qu'on participe à ce que le pays, enfin, connaisse les réformes qu'il attend. Ils se sont vendus pour un plat de lentilles. Alors, c'est l'élu de la Haute-Loire. Ils sont allés à la soupe. Bah oui. Le député des Hauts-de-Seine l'annonce, il y aura désormais un nouveau groupe à l'Assemblée avec ce nom, Républicains constructifs, UDI et indépendants. Les constructifs, comme s'il y avait qu'eux qui étaient constructifs. Ce terme, c'est un terme de communication. Moi, je dirais plutôt les opportunistes sans conviction. Pourquoi ils ne sont pas devenus constructifs au moment de l'élection présidentielle ? Si M. Macron était celui qu'il leur fallait, si c'était le projet qu'ils voulaient soutenir, pourquoi ils ne sont pas partis au moment de l'élection présidentielle ? En fait, ils perdent quand on a perdu et ils vont chez les gagnants, en fait. C'est ça le truc. Un certain nombre de collègues ont envie de rentrer au gouvernement et qui cherchent un marchepied. Bon, voilà. Donc, mais au-delà de ça, la porte est grande ouverte et tous ceux qui veulent venir nous retrouver ont toute leur place, c'est leur famille politique. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique ce matin de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Son interview sera d'ailleurs reprise sur tous les sites de la PQR en fin de matinée. Aujourd'hui, c'est Renaud Muselier. Bonjour. Vous êtes le nouveau président LR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci d'être sur ce plateau pour vous interviewer à mes côtés ce matin. Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Et Michael Zamès, le spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour Michael. À noter que vous serez diffusé ce soir sur Azur TV à 19h10 après le journal télévisé dans les 3 départements, sur Provence-Azur dans les Bouches-du-Rhône, Var-Azur pour le Var et Azur TV pour les Alpes-Maritimes. Donc en prime time ce soir, votre interview politique. Renaud Muselier, on démarre tout de suite avec ce gouvernement qui est composé d'un équilibre savant entre des MoDem, des Républicains, des Constructifs, des Socialistes. Est-ce qu'il vous va cet équilibre ? De toute façon, c'est très difficile de composer un gouvernement. Ils l'ont composé un peu dans l'urgence compte tenu du fait qu'ils ont dû exfiltrer la plupart des MoDem. C'est un gouvernement qui, à mon avis, est le gouvernement Philippe II est moins bon que le Philippe I. Ah oui ? Pour cette raison-là ? Parce que les personnalités qui rentrent à l'intérieur de ce gouvernement sont plutôt, la plupart, c'est des poids légers. Non, mais moins connus, mais plus techniques peut-être. Oui, donc c'est peut-être un avantage. Oui, moi je suis un politique, donc... Il n'y a pas assez de politique dans ce gouvernement. Je pense qu'ils vont servir de variable d'ajustement au moindre problème. D'ailleurs, M. Bayrou a été un problème et il a été évacué. Ils ont délesté le poids lourd.
Et donc on se retrouve dans un schéma où vous avez... en fait, M. Macron voulait la totalité des pouvoirs. Il a mis son directeur de cabinet, qui a désigné les directeurs de cabinet de tous les ministres, et ils seront aux ordres du pouvoir central. Alors est-ce que ça va marcher? Donc le pouvoir à l'Élysée, dans la 5e, ça n'a jamais très bien fonctionné. C'est pour ça que j'attends avec impatience le résultat de M. Macron. Voilà, moi je pars du principe que les Français ont élu un président de la République. On avait un ancien président de la République, M. Hollande, dont plus personne ne parle, qui a été mauvais, qui a fait du mal à la France. Je souhaite que le président de la République, M. Macron, aujourd'hui, puisse bien fonctionner. Maintenant, il doit s'appuyer sur un gouvernement. Son gouvernement est un gouvernement technique. Il a tous les pouvoirs. Il a l'Assemblée nationale. À lui de réussir. Il y a un constructif qui est rentré nouveau, c'est Sébastien Lecornu. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Est-ce qu'il doit subir le même sort que pour Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin, savoir être exclu des LR? Moi, je connais bien aussi Jean-Baptiste Lemoyne. Moi, l'exclusion, c'est pas quelque chose qui me va très bien. Mais ils ont été exclus. Mais le problème, c'est qu'ils sont exclus parce que ils s'excluent d'eux-mêmes. Ils s'excluent d'eux-mêmes. Ils sont rentrés, pourquoi? Pour faire peser le gouvernement sur notre sensibilité politique, sur leurs projets, leurs programmes, ce qu'ils ont défendu toute leur vie, ou simplement par opportunisme pour avoir un portefeuille. Donc c'est là où il y a un débat, c'est que sur quelle ligne politique, sur quel contrat politique? À partir du moment où il y a des points qui sont communs, comme la loi travail par exemple, qui pourrait être votée par un certain nombre de vos amis, peut-être même par vous, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas rentrer au gouvernement et qu'ils ne puissent pas être dans les constructifs. Moi je suis dans les positifs. Voilà, c'est un nouveau groupe, voilà. Les positifs, ce matin. Non, c'est un état d'esprit. Ah bon? C'est pas un groupe, c'est un état d'esprit. Positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de faire avancer notre pays, et il y a des choses qu'on soutiendra. Vous parlez de la loi travail, bien entendu, il y a plein de choses qui nous vont. Vous parlez de la loi sur la lutte contre le terrorisme, il y a plein de choses qui nous iraient. Vous me parlez de la CSG, il y a plein de choses qui ne nous vont pas. Alors, est-ce que d'être positif, c'est un peu comme on fait au niveau européen, d'ailleurs? Sur les dossiers, au cas par cas, on vote de façon positive ou négative. Ben moi, je suis un positif. Voilà. Être positif, c'est un état d'esprit. Et dans cet état d'esprit, il n'y a pas de compromission. Il y a une volonté. Hier, il y a eu scission à l'Assemblée nationale avec un deuxième groupe qui s'est construit. Parce que effectivement, ce sont les Républicains constructifs. Ont-ils le droit de garder ce nom, les Républicains? Alors, dans le code de lecture, vous pouvez nous parler de division de la journée. C'est vrai que notre maison, quand même, qui devait gagner les élections présidentielles, elle est fatiguée, elle a été bien secouée. Pour autant, on n'a pas explosé au lendemain de toutes nos histoires. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où vous avez vu... il y avait deux groupes avant. Il y avait les UDI et les Républicains. Aujourd'hui, vous avez les UDI qui sont renforcés d'une partie des Républicains. Vous avez toujours que deux groupes. La messe n'aurait pas été la même, si je puis dire, si on avait eu trois groupes. Un UDI... les Républicains constructifs et l'autre les Républicains. Là, en fait, il n'y a toujours que deux groupes. Donc Macron n'a pas fait exploser la droite hier? Non. Il a essayé au maximum de la diviser, de la fracturer, oui, mais il n'a pas... C'est le cas. Non. Mais pourquoi vous ne voulez pas le reconnaître? Attendez, par contre, pour le nom, parce que c'est notre question sur les Républicains. Les Républicains, c'est une famille politique. Dans cette famille politique, notre chef, aujourd'hui, M. Bernard Accoyer, a demandé au président de l'Assemblée nationale de ne pas donner la marque Les Républicains à ceux qui ne sont pas dans le groupe Les Républicains. Donc normalement, ils peuvent s'appeler les constructifs, mais pas les Républicains constructifs. C'est Renaud Muselier, le président LR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est notre invité ce matin. Vous avez été secrétaire d'État de Dominique de Villepin aux Affaires étrangères. À l'époque, il était ministre. Et vous disiez à l'époque, Dominique de Villepin fait tout et je fais le reste. Vous vous rappelez de cette phrase qui vous avait valu le prix de l'humour politique, je crois. Est-ce que c'est le sort de ces nouveaux secrétaires d'État, sans affectation, ou certains en tout cas, est-ce que c'est le sort qu'ils attendent? Attendez, quand je dis je fais tout, je fais le reste, c'est que je retrouve ma place. Il fait tout, je fais le reste. Il fait tout, je fais le reste, c'est dans un ministère régalien où j'ai mes responsabilités. Dans ces responsabilités, je suis à côté de Dominique de Villepin aux Nations Unies, je suis le missi dominici du président Chirac dans la crise irakienne, et on va dire non aux Américains pour leur intervention. Donc j'ai une mission, une tâche clairement définie. Pour cela. Quand on voit les secrétaires d'État aujourd'hui qui sont affectés à un certain nombre de ministres, dont notre ami Lemoyne, il n'a pas d'attribution. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire les discours quand il reçoit à Bercy. Il va faire quoi? Il va se promener pour faire l'hôtesse d'accueil? Si c'est ça un rôle de ministre... L'Élysée faisait savoir à l'AFP hier soir que ces secrétaires d'État allaient être des bras armés, des hommes à tout faire, des assistants, des super assistants des ministres. C'est pas comme ça que je conçois le rôle d'un ministre. Un ministre, c'est un rôle politique. C'est pas un rôle de super assistant. François Bayrou, il n'est pas dans ce gouvernement.
Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron, selon vous? Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Monsieur Bayrou a été le boulet de tous les présidents de la République. Donc que ça soit pour Giscard d'Estaing, pour Chirac, pour même Hollande ou Sarkozy, c'est le boulet de tous les présidents. Ben, lui, il a compris peut-être plus tôt que les autres et donc il s'en est débarrassé. Cela étant dit, une petite question par rapport justement à ce qui s'est passé. Bayrou, de Sarnez sont partis. Ils vont pouvoir se défendre donc dans l'affaire des assistants européens, entre guillemets, fictifs, qu'on leur reproche. Le Premier ministre avait dit que les têtes tomberaient en cas de mise en examen. Or là, ce n'est pas le cas. On a juste une enquête préliminaire. Est-ce que l'on va trop loin dans le laver plus blanc que blanc? On est rentré dans une mécanique qui est mortifère parce que quand M. Fillon a été attrapé dans ses affaires, il n'a pas été condamné, mais il a été condamné par l'opinion publique. Il n'a pas été condamné par la justice. Et lui-même avait condamné en son temps les histoires auprès de M. Sarkozy. Et donc on se retrouve dans un schéma, il faut être plus transparent que transparent, mais à force d'être transparent, on est translucide, on n'existe plus. Et là, autant pour M. Bayrou, à titre personnel, ça ne me pose aucune difficulté, autant pour Mme de Sarnez, ça me gêne, parce que Mme de Sarnez, elle était aux affaires européennes, elle était à sa place. C'est une pro-européenne, conformément au discours du président de la République, et c'était un bon ministre à une bonne place. Et son départ me gêne beaucoup. Donc, en conséquence, M. Bayrou était dans l'incapacité totale de défendre sa loi sur la transparence politique, enfin, ou la transparence... en tout cas, un des discours forts du président de la République, et il ne pouvait pas le faire dans la posture dans laquelle il était. Il aurait pu peut-être changer de ministère. Ça m'aurait paru plus convenable par rapport à la nécessité de pouvoir être libre dans un pays avant d'être condamné sans passer devant la justice. Vous parlez de l'Europe, il y a un Conseil européen aujourd'hui, le premier pas notamment d'Emmanuel Macron au Conseil européen. Il dit qu'il faut faire à nouveau rêver les Européens. Il peut réenchanter le rêve européen, Emmanuel Macron? Je lui souhaite. Je pense qu'il y a, d'ailleurs, on le voit bien, les populistes européens ont fait marche arrière partout. Le Brexit est finalement une très bonne chose pour l'Europe parce qu'on se rend compte que les Anglais n'avaient pas prévu de plan B et qu'ils se retrouvent dans une situation économique, sociale, politique dramatique aujourd'hui et qui les affaiblit. Très bien. À partir du moment où on a ce constat, qui est un constat pragmatique, le retour d'un président de la République pro-européen français au sein du concert des nations européennes est quelque chose de très positif. Et ça nous permettra de ne pas avoir une Angela Merkel seule qui pilote une Europe en solitaire avec les aléas d'un pilotage solitaire. Et donc le ticket franco-allemand est absolument nécessaire. Alors est-ce que maintenant l'Europe vis-à-vis des Français est quelque chose de positif? À force de lui taper toute la journée dessus, l'Europe, comme l'a fait M. Mélenchon ou Mme Le Pen, on se retrouve, et jamais défendu par la droite ou par la gauche d'ailleurs, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où l'Europe est très utile, fondamentale et nécessaire. Sauf que si jamais personne la défend, si on ne rappelle pas à quoi elle sert, et si on ne se projette pas dans l'avenir en disant on en a besoin pour la suite. Le problème, c'est que l'Europe, jusqu'à présent, on a eu le sentiment qu'elle posait plus de problèmes que d'avantages. Mais c'est parce que... qu'elle arrête de se mêler du camembert moulé à la louche en Normandie, par exemple. Mais vous avez parfaitement raison, et c'est le meilleur moyen pour se faire détester l'Europe. La réalité, c'est que quand nous votons des directives au niveau européen, les Français les maximalisent. Donc si on multiplie par 3 ou 4... des emmerdements potentiels qui sont pour du bio ou pour... alors, est-ce que ça l'Europe ou non de s'en mêler? Aujourd'hui, on en est sorti par rapport à l'ancienne législature. Mais pour autant, il est indispensable que les Français ne maximalisent pas les directives. Et s'il y a quelque chose, si j'ai un conseil à donner, c'est de reprendre toutes les directives européennes et de le retransposer dans le droit français à l'identique. Vous verrez que l'Europe se fera aimer d'entrée. Qu'est-ce que vous attendez du ministre de l'Intérieur qui a dit qu'il viendrait bientôt à Menton pour voir ce qui se passe sur l'immigration? Chez vous, c'est une question européenne, c'est une question française aussi. C'est une question européenne majeure, c'est le blocage des frontières, c'est la preuve aussi que... Vous êtes président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Qu'est-ce que vous attendez du ministre? J'attends qu'il me règle le problème au niveau de l'Europe et au niveau de l'Italie. À partir du moment où ils ont passé la mer et qu'ils arrivent en Italie, ils vont naturellement passer nos frontières pour monter soit vers l'Est, soit vers l'Angleterre. Et donc, le blocage à Menton est indispensable. Pour autant, il faut bloquer à l'entrée. Et pour bloquer à l'entrée, il faut aussi à l'extérieur. C'est en 3 volets. À nos frontières, aux frontières européennes, et aussi aller aider sur ce bassin méditerranéen, que ce soit notamment en Libye, où on a là la totalité du continent africain qui monte. Alors justement, pardon.
la loi antiterroriste, qui est donc présentée au Conseil des ministres ce matin, qui intègre l'état d'urgence permanent dans le droit commun. Est-ce que ça vous va? Oui. Ça vous va? Oui. C'est ça, être positif, vous auriez voté? Oui. Pour une raison très simple. Je suis un médecin urgentiste. On ne peut pas être en urgence 24 heures sur 24, 365 jours par an. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc vous devez transposer la loi pour faire en sorte que dans un moment où nous sommes passés d'une situation de paix totale avec des difficultés majeures à nos frontières, avec une modification de la législation. Très bien. Donc il la modifie, tant mieux. À partir de là, est-ce que c'est important? Oui, nous sommes, nous les Européens, enfin nous les Français, le premier pays touristique au monde. Or, maintenant, on perd des parts de marché, notamment les Américains, parce que nous sommes un pays en état d'urgence, donc classé à risque, donc à éviter. Bon, là, ça sera la même chose, mais ça ne s'appellera plus comme ça. Exactement. Et comme ça, ils reviendront tranquilles, et ça n'empêchera pas qu'on protégera nos citoyens. Je voudrais avoir votre sentiment sur Jean-Luc Mélenchon, qui a été élu député de Marseille. Est-ce que la prochaine étape, c'est la mairie? Comment vous voyez ses premiers pas? Avec Jean-Luc Mélenchon, on a toujours des surprises, donc on peut s'attendre à tout. Voilà, c'est au moins celui qui arrive à lire dans son cerveau, il me l'expliquera, parce qu'il est intéressant à décrypter. Ce que je sais, de façon pratique, député européen, il n'a pas participé à aucun vote depuis mars 2017. Depuis qu'il a été élu, 0 rapport, 0 intervention, 0 présence en commission. C'est un député européen fictif. Je suis sûr qu'à l'Assemblée nationale, ayant essayé de trouver une tribune nationale, il va nous faire un cinéma d'enfer. C'est un danger pour Marseille? Renaud Muselier. Je pense que c'est un danger pour la République, donc forcément pour Marseille. Renaud Muselier, alors vous avez succédé à Christian Estrosi, qui avait démissionné de son poste de président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce que vous allez jouer un peu les juges de paix à Nice? Vous le savez, depuis dimanche, la victoire d'Éric Ciotti aux législatives, la guerre fait rage à Nice, et Éric Ciotti reproche à Christian Estrosi d'avoir fait beaucoup de mal aux Républicains en soutenant Macron. Au municipal, il se dit localement qu'Éric Ciotti pourrait aller face à Christian Estrosi. Moi, je ne veux pas faire juge de paix entre des amis. De oui, mais je vais essayer de faire en sorte de dramatiser les choses. Vous reconnaissez qu'elles sont dramatiques sur place? Non, dramatiser les propos. Quand M. Ciotti dit ça par rapport aux élections dimanche, c'est pas tout à fait vrai. Quand on regarde dans la région, c'est même plutôt faux. Quand on regarde dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a 27 candidats sortants sur les 42. On fait un très mauvais premier tour, puisqu'on est 19. Et au deuxième tour, sur les 19, on en ramène 15. 6 sur 6 dans les Alpes-Maritimes, 2 sur 2 dans le Vaucluse, 2 sur 2 dans le Var, 5 sur 6 dans les Bouches-du-Rhône. Ce qui veut dire que... Vous ne répondez pas sur les municipales, là. Non, mais la réalité, c'est que ce n'est pas la défaite de M. Estrosi par rapport à M. Ciotti. La réalité, c'est que c'est une défaite nationale et qu'on a bien sauvé notre deuxième tour. Alors après, si on pouvait éviter que dans cette famille politique où M. Ciotti a fabriqué la totalité de la classe politique, ceux qui ont été fabriqués par M. Estrosi se battent entre eux, ben, on va tout faire pour... Voilà. Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, était notre invité. Diffusion ce soir sur Azur TV à 19h10 de votre interview politique dans votre région. Merci infiniment. Passe au débrief de vos propos dans un instant. Renaud Muselier. Voilà, Renaud Muselier quitte ce plateau et j'accueille pour le débrief de l'actualité et des propos de notre invité, Michel Urvois, le directeur éditorial de Ouest France, qui était notre invité dans la première partie de cette matinale d'info. Bonjour Michel. Bonjour. Et j'accueille Olivier Auguste de l'Opinion, le rédacteur en chef adjoint. Merci d'être là, Olivier, ce matin. Bonjour. Tout de suite, on retient les paroles de Renaud Muselier à propos de ce gouvernement qu'il trouve... au fond, moins bon que le Édouard Philippe numéro 1. Pourtant, je lui ai fait remarquer qu'il y avait un peu plus de républicains constructifs, un peu plus de socialistes, un peu moins de modem, une équipe équilibrée et technique, mais ça ne lui a pas vraiment plu. Non, parce que Renaud Muselier, c'est un politique et il regarde les choses en politique, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Voilà, de manière politique, éventuellement politicienne, mais enfin politique, c'est sûr. Je trouve qu'il a une lecture très classique, très traditionnelle en fait de la politique. Il demeure très droite-gauche. Il a une lecture du départ de François Bayrou qui est une lecture politique, alors que je pense qu'elle n'est pas que ça. Il y a une dimension dans le départ des ministres MoDem qui pose bien d'autres questions que des questions de rapport de force politique.
Et d'ailleurs, si ça avait été un clash politique, le MoDem ne serait pas au gouvernement, dans le gouvernement Philippe II, il aurait été sorti. Or, on a des ministres MoDem, donc ça montre bien que la question, elle est autant la manière dont on peut considérer qu'une mise en accusation doit entraîner une démission, et puis avec toutes les questions morales que ça pose derrière. Donc, mais il n'aborde pas ça du tout, Renaud Muselier. Il est, encore une fois, donc dans cette lecture classique, traditionnelle. Olivier Auguste. Oui, c'était frappant sur un exemple qui est celui du ministère des Affaires européennes. Hein. Renaud Muselier a été aussi laudateur avec Marielle de Sarnez, qu'il a été sévère avec François Bayrou. Et il a l'air de pas Il a dit qu'elle était à sa place, qu'elle était une bonne connaisseuse des problèmes européens. Oui, alors elle connaît le Parlement européen, de fait. Maintenant, est-ce qu'elle est indispensable et est-ce que d'avance, Nathalie Loiseau, qui lui succède, qui est jusqu'ici la directrice de l'ENA, mais qui est de carrière, de formation, qui est diplomate, hein, elle vient du Quai d'Orsay, donc elle connaît bien ces problématiques-là. Moi, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce que ça donnera, je n'ai pas de boule de cristal, mais enfin, ce n'est pas un choix qui est délirant ou absurde. On verra ce que ça donne à l'usage, mais effectivement, c'est le choix d'une technocrate, on pourrait dire, si on veut utiliser un mot un peu péjoratif, et pas d'une pure politique. Et c'est le choix de la compétence, je suis complètement d'accord, alors que Marielle de Sarnez, je ne vois pas trop où était l'autorité politique si on compare avec celle d'un François Bayrou, par exemple. Donc, si on raisonne en termes de rapport de force politique strict, comme l'a fait Renaud Muselier, je pense que l'appréciation qu'il porte sur Marielle de Sarnez n'est pas exacte. Alors, on a compris, à l'issue de cette interview politique ce matin, que Renaud Muselier, au fond, il faisait partie des Républicains qui étaient plutôt pas constructifs. Michel Urvoas, c'est oui, lui, il est positif. Alors, ça va être compliqué. Je veux bien. Il a dit aussi encore un terme qui arrive, qui va faire école. Il a dit aussi que la droite n'avait pas explosé, ce qui est quand même une déclaration à souligner d'un trait rouge ou bleu les concernant, parce que ça va être extrêmement difficile de parler des positions politiques ou sur chaque projet des Républicains, puisque donc maintenant, si j'ai bien compris, on a les positifs, on avait les constructifs, on a les Républicains canal historique, et on a, pour un certain nombre d'entre eux, la liberté de vote pour les projets. Donc, on ne pourra pas dire les Républicains, on ne pourra pas dire la droite. Donc, ça pose un problème, tout simplement, d'identification dans le débat politique. Mais je ne comprends pas pourquoi ce serait un drame d'admettre qu'un camp, une droite, une gauche est divisé. C'est un fait. Non, mais parce que ça perd de sa force. Bien sûr, ça perd de sa force, mais c'est peut-être justement l'occasion moins responsable. D'une difficulté. Il devrait faire une opportunité, c'est de se poser les questions qui conduisent à cette situation-là et voir ce qui peut être reconstruit, justement. Olivier Auguste. Moi, je vois pas. Moi, j'ai l'impression d'assister à la renaissance du RPR et de l'UDF. Je pense qu'il va y avoir un problème à assez court terme, aussi bien pour les constructifs, comme ils se sont baptisés, que pour les républicains canal historique, comme vous disiez. Il va falloir qu'ils se définissent quand même un projet, une doctrine, un programme. Là, pour le moment, tous leurs positionnements ne sont qu'en réaction à ce que met sur la table Emmanuel Macron. Donc ça, on va soutenir, ça, on n'en veut pas, ça, oui, ça, non. Il y a un moment, il va falloir aller un petit peu plus loin que ça. Ils ne vont pas pouvoir passer 5 ans jusqu'aux prochaines présidentielles et législatives à se définir uniquement par rapport aux propositions d'Emmanuel Macron. Ça va leur poser un problème assez vite. Le brouillage est renforcé par le fait qu'on avait à peu près identifié le projet présidentiel de François Fillon et que ce projet a été passé au rabot sur un certain nombre de mesures emblématiques et par conséquent, aujourd'hui, personne ne sait plus ce qui est proposé. Je pense qu'il n'y a plus grand monde, y compris chez les Républicains, qui serait capable de dire là aujourd'hui quel est le programme des Républicains. Avec une traduction en région, puisqu'il est président de région, les plus grandes d'ailleurs, Provence-Alpes-Côte d'Azur, une traduction à Nice avec cette guerre qui a démarré donc officiellement depuis dimanche soir entre Éric Ciotti et le maire de Nice, Christian Estrosi, Olivier Auguste. Oui, c'est une déclinaison locale un petit peu de ce qui se passe au niveau national, alors avec en plus des enjeux de personnes évidemment, des rivalités de personnes. Parce que c'est oui, mais de lignes politiques différentes avant tout. Oui, les deux, à la fois un constructif et un républicain pur et dur, deux personnes qui depuis longtemps sont rivales dans la région, donc effectivement c'est une déclinaison au niveau local, et puis peut-être un élément supplémentaire qui est que
Éric Ciotti pense peut-être dans un coin de sa tête à la mairie de Nice et il pense sûrement dans un autre coin pas trop loin de sa tête à la présidence des Républicains. Alors, il ne s'est pas déclaré candidat, mais c'est quelque chose qu'il regarde avec intérêt à ce stade. Mais c'est intéressant. Alors évidemment, il y a les ambitions personnelles qui sont très présentes, mais il y a autre chose, c'est quel est le meilleur moyen d'endiguer le Front National. Et là, on est face à deux positionnements qui sont différents, mais qu'il faut respecter, qu'il faut regarder de près, avec un Éric Ciotti qui dit non, il faut avoir une affirmation très droitière de nos convictions pour combattre le Front National, en tout cas celui du Midi et du Sud-Est. Et on a à l'inverse Christian Estrosi qui est plutôt dans la conception un peu macronienne de ce combat, c'est de dire on ne peut endiguer le Front National que si on parvient à faire un rassemblement beaucoup plus large et à trouver des majorités élargies. Donc voilà, c'est deux approches différentes. Moi, je trouve le débat intéressant, au-delà des personnes, bien sûr. Rien ne résume mieux la situation politique que la une de la Provence aujourd'hui, saison 1, épisode 2, chez nos confrères de la Provence. Donc, tout ça démarre, vous l'avez compris. Merci beaucoup. La Provence est dirigée maintenant, vous savez, par Franz-Olivier Gisbert, depuis quelques jours maintenant. Merci, on passe aux Zappélisés, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. François Bayrou a démissionné du ministère de la Justice. Quel est votre... Et Marielle de Sarnez du ministère des Affaires européennes aussi. Je n'accepte pas de vivre sans liberté de parole. Je n'accepte pas d'être condamné au silence lorsque l'honneur de ceux que je représente est en jeu. Je ne veux pas être langue de bois, vous avez raison, ça simplifie la situation parce qu'il était difficile, y compris pour le porte-parole, de répondre à vos questionnements légitimes. Je pense qu'il n'avait plus vraiment le choix et j'ai le sentiment que ce qui devait être au départ un simple remaniement technique classique après une élection législative se transforme en véritable bérésina. Je pense que c'est une bonne décision et qui est conforme à l'intérêt général et à ce que souhaitait une majorité de Français. Sylvie Goulard, avec un certain panache, avait pris elle-même l'initiative de ne pas prendre en otage un grand ministère régalien, celui de la Défense. Ils suivent ses pas. Je trouve que c'est une attitude extrêmement raisonnable. M. Macron s'est servi de M. Bayrou pendant la campagne présidentielle. Maintenant qu'il a une majorité sans le MoDem, eh bien, il le jette comme un vieux torchon. Je choisis de préserver la loi de moralisation et de confiance dans la démocratie. Je choisis de ne pas exposer à des campagnes mensongères le gouvernement et le président de la République que je soutiens. Vous ne craignez pas que, étant votre allié hier, il soit votre adversaire politique demain, maintenant qu'il n'est plus dans le gouvernement? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas, d'abord parce qu'il a lui-même indiqué que le MoDem restait un des piliers de cette majorité, ce qui est vrai. Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Membre du Conseil constitutionnel depuis 2013, remplace François Bayrou à la justice. Madame Florence Parly, ministre des Armées. Elle était auparavant directrice générale de SNCF Voyageurs. Madame Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes. La nouvelle ministre chargée des Affaires européennes était auparavant directrice de l'ENA. C'est en n'étant pas dans des postures et en aidant des réformes qui vont dans le bon sens qu'on participe à ce que le pays, enfin, connaisse les réformes qui l'attendent. Ils se sont vendus pour un plat de lentilles. Alors, c'est l'élu de la Haute-Loire. Ils sont allés à la soupe. Bah oui. Le député des Hauts-de-Seine l'annonce, il y aura désormais un nouveau groupe à l'Assemblée avec ce nom, Républicains constructifs, UDI et indépendants. Les constructifs, comme s'il y avait qu'eux qui étaient constructifs. Ce terme, c'est un terme de communication. Moi, je dirais plutôt les opportunistes sans conviction. Pourquoi ils ne sont pas devenus constructifs au moment de l'élection présidentielle? Si M. Macron était celui qu'il leur fallait, si c'était le projet qu'ils voulaient soutenir, pourquoi ils ne sont pas partis au moment de l'élection présidentielle? En fait, ils perdent quand on a perdu. Et ils vont chez les gagnants, en fait, c'est ça le truc. Un certain nombre de collègues ont envie de rentrer au gouvernement et qui cherchent un marchepied. Bon, voilà. Donc, mais au-delà de ça, la porte est grande ouverte et tous ceux qui veulent venir nous retrouver ont toute leur place, c'est leur famille politique. Voilà, merci de votre fidélité. Territoire d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle matinale d'info. Merci à tous et bonne journée.